Il existe des trahisons qui ne font pas de bruit au moment où elles se produisent. Elles arrivent doucement. Presque tendrement. Comme une vague qui s'approche du rivage sans que l'on réalise qu'elle est en train de tout emporter. Ce soir-là, dans le quartier de Akpakpa, à Cotonou, une femme était assise seule sur le bord de son lit. Les yeux secs. Le regard perdu quelque part entre le mur blanchi à la chaux et un avenir qu'elle n'arrivait plus à imaginer. Dans ses mains, un téléphone qui ne sonnait plus depuis des jours. Sur la table, une assiette refroidie qu'elle avait préparée pour un homme qui n'était plus rentré. Cette femme s'appelait Adané. Et l'homme pour lequel elle avait tout sacrifié, était en ce moment précis dans un restaurant climatisé du plateau, assis en face d'une autre femme, riant aux éclats, commandant du vin blanc importé, les doigts brillants d'une chevalière en or qu'Adané avait mis 3 mois de salaire à lui offrir. Vous allez me dire, c'est une histoire banale. Ça arrive tous les jours. Et vous auriez raison. Mais ce qui n'est pas banal, c'est ce qui s'est passé ensuite. Ce que cet homme n'avait pas prévu. Ce que cette femme avait en elle, enfoui sous des années de silence, de larmes rentrées et de prières murmurées dans l'obscurité. Restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que cette histoire, elle va vous rester dans la peau longtemps. Pour comprendre ce qu'Adané a vécu, il faut remonter 10 ans en arrière. 10 ans. Le temps d'une vie entière pour certains. Le temps d'une illusion pour d'autres. Nous sommes en 2014. Cotonou respire encore dans les chaleurs humides de janvier. Dans le quartier de Gbedjromeji, où les rues en terre battue se transforment en boue dès que le ciel décide de pleurer, il y a une petite boutique en bois au bord d'une ruelle. Une boutique de couture, à peine plus grande qu'une chambre d'étudiant. Sur la façade, en lettres maladroites tracées à la peinture bleue, chez Adané, couture et retouche. C'est là qu'elle travaillait. Du lundi au samedi. Parfois le dimanche quand les commandes s'accumulaient avant les baptêmes et les mariages du quartier. Adané Kossou avait 24 ans à l'époque. Grande, les épaules larges d'une femme habituée à porter des charges lourdes, les mains calées par des années de machine à coudre, elle avait un visage d'une beauté tranquille, le genre de beauté qui ne cherche pas à se faire remarquer mais qu'on ne peut pas oublier une fois qu'on l'a vue. Ses yeux noirs avaient cette particularité étrange d'être à la fois doux et résolu. Comme si elle avait décidé, très tôt dans sa vie, de ne jamais se laisser briser par quoi que ce soit. Elle avait grandi sans père. Sa mère, Mama Rosalie, vendait du gari et des légumes au marché de Dantokpa depuis que la petite Adané savait marcher. Pas riche. Pas pauvre non plus. Juste dans cet entre-deux inconfortable que les Béninois connaissent bien, trop de dignité pour mendier, pas assez d'argent pour souffler. C'est dans ce contexte qu'elle avait rencontré Kokou. Kokou Agbenou. 27 ans. Mécanicien dans un petit garage du quartier Kadjeoun. Un homme dont les mains sentaient toujours l'huile de moteur même après s'être lavé 3 fois. Un homme qui riait fort, marchait vite, et avait ce genre de regard intense qui donnait l'impression qu'il voyait des choses que les autres ne voyaient pas encore. Quand il souriait, il avait 2 fossettes symétriques qui lui donnaient une allure de grand enfant. Et quand il parlait de ses rêves, et il en parlait souvent, ses yeux s'illuminaient comme ceux d'un prophète qui a eu une vision. Adané, tu vas voir. Dans 5 ans, j'aurai mon propre garage. Un vrai, avec des fosses de visite, des outillages modernes, des apprentis. Je vais devenir le meilleur mécanicien de tout Cotonou. Non, de tout le Bénin. Elle l'écoutait en souriant. Elle croyait en lui. Vraiment. Pas de cette croyance aveugle qu'on a parfois par amour, mais d'une conviction sincère fondée sur ce qu'elle observait. Kokou travaillait dur. Il lisait des manuels techniques le soir à la lumière d'une lampe torche. Il économisait chaque franc CFA possible. Il refusait de boire l'alcool de palme avec les autres gars du quartier parce qu'il disait que, la tête claire, c'est le premier outil du mécanicien. Ils s'étaient mis ensemble en 2014 et mariés en 2015, dans une petite cérémonie sans fanfare au domicile de la mère d'Adané. Pas de robe blanche importée. Pas de buffet somptueux. Juste des pagnes colorées, de la musique live, des femmes qui dansaient en cercle, et une promesse faite devant Dieu, les ancêtres et la communauté. Ce jour-là, Adané était la plus heureuse du monde. Les premières années de mariage furent ce qu'elles furent, belles dans leur pauvreté. Difficiles dans leur authenticité. Ils louaient une chambre et demie dans une cour commune avec 5 autres familles. Une chambre pour dormir, un demi-couloir transformé en cuisine. Les toilettes étaient partagées. L'eau venait d'un robinet collectif dans la cour. L'électricité se coupait 2 fois par semaine, parfois 3. Mais ils étaient ensemble. Le matin,
Adane se levait à 5 heures pour préparer le petit déjeuner avant que Kokou parte au garage. Elle lui préparait toujours son akassa avec du poisson fumé, parce qu'elle savait que c'était ce qui lui donnait de l'énergie pour toute la journée. Elle remettait ensuite sa boutique en ordre, recevait ses clientes, cousait, retouchait, créait. Le soir, Kokou rentrait épuisé, noir de cambouis jusqu'au coude. Elle l'attendait avec un repas chaud. Ils mangeaient ensemble, parlaient de leur journée, riaient de petites choses. Parfois ils ne parlaient pas du tout, juste assis côte à côte dans le silence confortable de deux personnes qui se comprennent sans mots. Mais ce que peu de gens savaient, c'est qu'Adane faisait bien plus que tenir la maison. En 2016, le garage où travaillait Kokou ferma. Le patron, un Libanais qui n'avait jamais vraiment investi dans le personnel, préféra liquider ses actifs et rentrer à Beyrouth. Du jour au lendemain, Kokou se retrouva sans emploi. Ce jour-là, il rentra à la maison avec un visage que sa femme ne lui avait jamais vu. Un visage fermé. Honteux. Vaincu. Il s'assit sur le bord du lit et ne dit rien pendant une longue heure. Adane s'assit à côté de lui. Elle prit sa main dans les siennes. Elle ne dit pas « ça va aller », ces mots vides qu'on dit pour remplir le silence. Elle dit simplement « Kokou. Regarde-moi ». Il leva les yeux. Nous deux, on a traversé pire. Tu te souviens quand ma machine à coudre est tombée en panne et qu'on n'avait même pas de quoi la réparer? Je cousais à la main pendant 3 semaines. Tu te souviens? Et on a survécu. On va survivre à ça aussi. Il hocha la tête lentement. Mais comment? Avec quoi? Avec mes mains? Jusqu'à ce que tu retrouves quelque chose. Et c'est exactement ce qui se passa. Pendant les 8 mois que dura le chômage de Kokou, c'est Adane qui porta la famille à bout de bras. Elle prit plus de commandes. Elle travailla jusqu'à minuit, parfois 1 heure du matin. Elle accepta des travaux qu'elle n'aimait pas, des uniformes scolaires mal payés, des retouches de bas de pantalon pour des tailleurs trop pressés. Elle emprunta même une petite somme à sa mère pour que Kokou puisse continuer à manger correctement. Elle ne lui dit jamais qu'elle avait emprunté de l'argent. Elle ne voulait pas ajouter à sa honte. Elle avait aussi vendu son collier en or, le seul bijou de valeur qu'elle possédait, offert par sa mère le jour de son mariage, pour payer les 3 mois de loyer en retard qui risquaient de les mettre à la porte. Elle ne lui dit pas ça non plus. Les sacrifices silencieux sont les plus lourds à porter. Parce qu'ils ne pèsent qu'à celui qui les fait. En 2017, Kokou eut une opportunité. Un ami d'enfance, Togbe, qui avait réussi dans le commerce de pièces détachées, lui proposa une association. Il faudrait un apport initial. 300 000 francs CFA. 300 000 francs CFA. Pour Adane et Kokou, c'était une montagne. Kokou en parla à sa femme avec dans les yeux ce mélange d'espoir et de résignation de celui qui présente un rêve qu'il croit déjà hors de portée. C'est beaucoup d'argent, Adane. Je sais que c'est beaucoup. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle réfléchit 3 jours. 3 jours pendant lesquels elle fit des calculs, parla à sa mère, contacta une tontine de femmes du quartier, mit de côté son orgueil et alla voir une microfinance. Au bout de 3 jours, elle revint vers lui avec une enveloppe. Voilà 200 000. Le reste, on l'empruntera ensemble à la tontine de Mama Rosalie. Kokou regarda l'enveloppe. Puis sa femme. Puis l'enveloppe à nouveau. D'où vient cet argent? Ça vient de nous. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. Ce soir-là, il la serra dans ses bras si fort qu'elle dut lui demander de la lâcher pour pouvoir respirer. Il pleurait. Des larmes discrètes qu'il essuyait rapidement, comme si elles le gênaient. Il ne sut jamais qu'elle avait mis en gage sa machine à coudre, l'outil de son métier, son gagne-pain, pour réunir cette somme. Pendant 6 semaines, elle coudra à la main, comme 10 ans auparavant. Les doigts en sang certains soirs. Sans se plaindre. L'association avec Togbe marcha. Bien. Très bien même. En 2 ans, Kokou passa de simple associé à gérant principal de ce qui était devenu un dépôt de pièces détachées automobiles à Vedoco. Son sens du travail, sa connaissance technique des moteurs et sa réputation d'honnêteté lui valurent rapidement une clientèle fidèle. Les mécaniciens venaient de Cotonou entier, certains d'Abomey-Calavi, pour s'approvisionner chez lui. En 2019, il racheta la part de Togbe et devint seul maître à bord. En 2020, malgré la crise du Covid, il tint. Il s'adapta. Il livra à domicile, négocia des prix, maintint son stock. En 2021, il ouvrit un 2e dépôt à Akpakpa.
En 2022, il acheta une voiture. Une Toyota Land Cruiser d'occasion, certes, mais une vraie voiture. Il embaucha un chauffeur. L'argent était là. La réussite était là. Tout ce qu'ils avaient rêvé pendant les années de galère était en train de se concrétiser. Et Adane? Elle était heureuse. Profondément heureuse. Elle avait agrandi sa boutique. Elle avait acheté 2 nouvelles machines à coudre industrielles. Elle avait embauché 2 apprentis. Elle formait des jeunes femmes du quartier. Elle était heureuse pour eux. Pour ce qu'ils avaient construit ensemble. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que la réussite, parfois, ne unit pas les couples. Elle les révèle. Elle révèle qui ils sont vraiment. Ce qu'ils veulent vraiment. Et ce que Kokou voulait, était en train de changer. Le premier signe fut discret. Presque imperceptible. Kokou commença à rentrer plus tard le soir. Des réunions d'affaires, disait-il. Des clients importants à recevoir. Adane ne questionna pas. Elle comprenait. La croissance d'une entreprise demande du temps. Le deuxième signe, il changea de façon de s'habiller. Exit les chemises simples achetées au marché d'Antokpa. Bonjour les costumes sur mesure, les chaussures en cuir, les montres qui coûtent plusieurs mois de salaire d'un fonctionnaire. Adane lui dit en souriant, mon mari est devenu un grand homme maintenant. Il sourit en retour. Mais son sourire avait changé. Ce n'était plus le sourire de Bejromeji, chaleureux et maladroit avec ses 2 fossettes. C'était un sourire poli. Calculé. Le sourire de quelqu'un qui joue un rôle. Le troisième signe, il commença à parler différemment d'elle devant les autres. Un soir, lors d'un dîner chez un collègue d'affaires, quelqu'un demanda à Kokou, « Et ta femme, elle fait quoi ?» Il répondit, « Elle est couturière. » Dans le quartier. Rien d'autre. Comme si c'était une chose banale. Comme si ce n'était pas la même femme qui avait mis en gage sa machine à coudre pour lui permettre de lancer son affaire. Comme si, couturière dans le quartier, était une chose dont on devrait presque s'excuser. Adane entendit. Elle ne dit rien. Elle sourit et changea de sujet. Mais quelque chose, en elle, nota. Enregistra. Comme on grave des preuves sur une tablette de pierre, au cas où. Ce fut en juin 2022 que Kokou rencontra Nadia. Nadia Sarr. 30 ans. Sénégalaise d'origine, installée à Cotonou depuis 5 ans. Responsable commercial dans une société d'import-export basée au plateau. Une femme dont la beauté était une arme soigneusement entretenue et délibérément déployée. Grande, élancée, le teint clair, toujours vêtue de tenues qui semblaient sorties d'un magazine de mode dakarois, Nadia avait cette façon d'entrer dans une pièce qui faisait tourner les têtes. Elle le savait. Elle en jouait. Elle rencontra Kokou lors d'un séminaire sur le commerce automobile organisé à l'hôtel du Lac. Elle s'assit à côté de lui par hasard, ou peut-être pas par hasard du tout. Elle lui demanda de lui passer un stylo. Il le lui tendit. Leurs doigts se touchèrent une fraction de seconde. C'était suffisant. Nadia avait un don particulier, elle savait exactement quoi dire à un homme nouveau riche qui avait encore, quelque part en lui, la peur de ne pas être à la hauteur. Elle savait comment le faire sentir puissant, important, indispensable. Vous avez une présence, monsieur Agbenou. On sent tout de suite que vous êtes quelqu'un qui a bâti quelque chose par lui-même. Ces mots? Ces simples mots. Ils firent à Kokou l'effet d'un alcool fort qu'on boit le ventre vide. Il ne dormit pas très bien cette nuit-là. Les semaines suivantes, les échanges de numéros se transformèrent en appels. Les appels en dîner. Les dîners en week-end au nom de « voyage d'affaires à Lomé » ou à Porto Novo pour rencontrer des fournisseurs. Adane n'était pas naïve. Elle sentait quelque chose. Ce silence particulier de son mari quand il regardait son téléphone. Cette façon dont il s'éloignait pour prendre certains appels. Cette présence mentale qui diminuait même quand son corps était là, dans la même pièce qu'elle. Un soir, elle lui dit doucement, en servant le repas. « Kokou. Est-ce que tu vas bien? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire ?» Il leva les yeux de son assiette. Les baissa à nouveau. Je suis fatigué. Le travail, c'est compliqué en ce moment. Elle hocha la tête. Elle ne poussa pas. Elle ne voulait pas être cette femme qui force les aveux et perd ainsi toute dignité. Mais ses mains tremblèrent légèrement en remettant la casserole sur le feu. Ce soir-là, après que Kokou se fut endormi,
Adané s'agenouilla au bord du lit et pria longtemps. Elle n'implora pas Dieu de lui ramener son mari. Elle lui demanda simplement la force. La force de voir les choses telles qu'elles étaient. La force de ne pas se perdre elle-même dans ce qui était en train de se passer. Septembre 2022. La saison des pluies touchait à sa fin à Cotonou. L'air sentait encore la terre mouillée le matin, mais les après-midi retrouvaient leur sécheresse écrasante. Ce fut un matin de septembre qu'Adané trouva le message. Elle ne cherchait pas. Elle ne fouillait pas le téléphone de son mari, ce n'était pas dans sa nature. Mais ce matin-là, Coco était sous la douche et son téléphone avait sonné, posé sur la table. Elle avait machinalement regardé l'écran pour voir si c'était urgent. Le message était de N avec un cœur rouge. Mon amour. Je pense à toi depuis hier soir. Tu m'as tellement manqué. Quand est-ce qu'on repart à Lomé? Je veux qu'on se retrouve encore comme la semaine dernière. Adané reposa le téléphone exactement comme il était. Elle se leva. Alla dans la cuisine. Remit de l'eau sur le feu pour le thé. Versa de la farine pour les beignets. Ses gestes étaient précis, mécaniques, comme ceux d'une femme en état de choc qui s'accroche au rituel du quotidien pour ne pas s'effondrer. Quand Coco entra dans la cuisine, habillée, parfumée, elle lui tendit sa tasse de thé sans le regarder. « Ta réunion est à quelle heure ?»« 9 heures. »« D'accord. Les beignets sont presque prêts. » Il la regarda. Il y avait quelque chose dans sa voix, une tonalité plate, absente, qui aurait dû l'alerter. Mais il ne vit rien. Ou il choisit de ne rien voir. Il prit ses beignets. Embrassa sa femme sur le front avec la distraction de quelqu'un dont l'esprit est déjà ailleurs. Et ils partirent. Adané resta debout dans la cuisine. Elle attendit que le bruit de la Toyota s'éloigne dans la rue. Puis, seulement alors, elle s'assit lentement sur le tabouret en bois près du réchaud. Et elle pleura. Silencieusement. Les épaules secouées de sanglots qu'elle s'imposait de ne pas laisser sortir. Elle pleura pour tout, pour le collier vendu, pour la machine mise en gage, pour les nuits sans sommeil, pour les prières, pour la confiance donnée, pour les rêves partagés. Mais surtout, elle pleura pour ce qu'elle savait maintenant avec une certitude absolue, cet homme qu'elle avait porté sur son dos pendant les années de misère était en train de la quitter. Pas d'un coup. Progressivement. Comme on quitte une vieille maison qu'on ne regarde plus. Elle pleura exactement 20 minutes. Puis elle se leva, se rinça le visage à l'eau froide, et alla ouvrir sa boutique. Parce que des clientes l'attendaient. Et parce que sa dignité ne pouvait pas se permettre l'effondrement. Les mois suivants furent une agonie lente. Coco ne cachait plus vraiment. Comme si, maintenant qu'il avait décidé quelque chose en lui-même, il ne jugeait plus nécessaire de se donner la peine de mentir avec conviction. Il rentrait quand il voulait. Il ne mangeait plus à la maison certains soirs. Quand Adané essayait de parler, pas pour accuser, juste pour maintenir un lien, il répondait par des monosyllabes ou s'impatientait. Adané, j'ai eu une longue journée. Tu peux me laisser respirer? Tu n'es jamais là pour qu'on parle, Coco. J'ai une entreprise à faire tourner. Tu comprends ça? Et cette phrase, prononcée avec une légère condescendance, comme s'il s'adressait à quelqu'un qui ne pouvait pas comprendre les réalités du monde des affaires, cette phrase était une lame. Un soir, la belle-sœur de Coco, Félicité, vint en visite. Elle s'assit avec Adané dans la cour pendant que les enfants du voisinage jouaient dehors. Félicité était une femme directe, sans détour. Ma belle-sœur. Il faut qu'on parle. Adané leva les yeux. Je sais ce qui se passe. Tout le monde sait. Sauf que personne n'ose lui dire. Il se promène avec cette fille au plateau. Ils ont même été vus ensemble à Grand Popo le mois dernier. Grand Popo. La station balnéaire. Là où Coco avait dit qu'il avait une réunion avec des fournisseurs ghanéens. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Félicité. Adané regarda ses mains un long moment. Je vais prier. Et attendre. Attendre quoi? Que Dieu parle. Félicité secoua la tête avec tristesse. Tu es trop bonne, Adané. Trop patiente. Les hommes comme mon frère, ça confond la patience avec la permission. Ces mots restèrent longtemps dans la tête d'Adané. La patience avec la permission. En janvier 2023, Coco lui parla. Il s'assit en face d'elle à la table du salon, les mains jointes, le regard quelque part honteux et résolu. Le regard de quelqu'un qui a déjà pris sa décision et qui vient seulement la communiquer.
Adané. Il faut qu'on se parle. Elle croisa ses mains sur ses genoux. Elle ne dit rien. Les choses ont changé. Entre nous? Tu le sens autant que moi. Continue, dit-elle posément. Je veux qu'on se sépare. Le silence fut total. On aurait pu entendre le lézard sur le mur bouger. Je veux divorcer, dit-il encore, comme si elle n'avait pas compris la première fois. Ce n'est pas contre toi. C'est juste, je ne suis plus le même homme. J'ai besoin d'autre chose. Adané le regarda pendant un long moment. Tellement long qu'il commença à être mal à l'aise. Puis elle dit. D'autre chose. Ou d'une autre femme. Il ne répondit pas. La réponse était dans son silence. Cette femme que tu as rencontrée. Tu veux aller vers elle. Adané. Non. Laisse-moi parler. Sa voix ne tremblait pas, je veux juste que tu te souviennes d'une chose. Pas pour moi. Pour toi. Le jour où tu vendras cette Land Cruiser en urgence parce que tu n'auras plus de liquidité, rappelle-toi que c'est moi qui ai vendu mon collier pour que tu puisses démarrer. Le jour où tu seras seul dans une chambre et que tu chercheras quelqu'un qui te connaît vraiment, rappelle-toi que j'étais là quand tu ne valais rien aux yeux du monde. Je ne te maudis pas, Coco. Mais que Dieu soit juge entre nous. Elle se leva, alla dans la chambre, ferma la porte. De l'autre côté, Coco resta assis. Seul avec une phrase qui refusait de partir. Quand tu ne valais rien aux yeux du monde. Mais il resta dans sa décision. Parce que la voix de Nadia dans son oreille était plus forte que celle de sa conscience. Le divorce fut prononcé 3 mois plus tard. La famille d'Adané fut dévastée. Mama Rosalie vint à Cotonou, le visage fermé comme une nuit sans lune, et dit à son gendre. Coco. Ce que tu fais là, ça ne te ressemble pas. Tu es en train de jeter de l'or pour ramasser du cuivre brillant. Il resta poli. Respectueux. Mais inflexible. Les voisins du quartier de Gbedjromedji, ceux qui avaient vu le couple partir de rien, ceux qui avaient prêté du sel et du pétrole dans les moments difficiles, commentèrent en baissant la voix. Certains hochèrent la tête avec ce genre de sagesse résignée des gens qui ont déjà vu ce film. L'argent a encore fait son travail, dit la vieille Mama Tessie. C'est Adané qui avait de la valeur. Il ne le sait pas encore, dit Monsieur Onvou, le propriétaire de la cour. Adané, elle, quitta leur maison commune avec ses vêtements, ses machines à coudre, et une dignité intacte qui forçait le respect de quiconque la regardait partir. Elle n'implora pas. Elle ne menaça pas. Elle ne fit pas de scène. Elle s'en alla la tête haute. Et cette image, cette femme qui par sans se retourner, entrait Coco bien plus longtemps qu'il ne voulait l'admettre. Nadia s'installa officiellement chez Coco en avril 2023. Les premiers mois furent ce qu'il en attendait, brillants, excitants, nouveaux. Elle redécora l'appartement. Elle l'emmena dans des restaurants qu'il ne connaissait pas. Elle lui présenta des gens du milieu des affaires, du show business, des expatriés qui travaillaient dans des ONG ou des ambassades. Coco se sentait enfin dans le monde auquel il pensait appartenir désormais. Il aimait cette version de lui-même, l'entrepreneur accompli, la belle compagne à son bras, la Toyota garée devant le restaurant, les regards qui se posaient sur eux quand ils entraient quelque part. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Nadia regardait ses comptes bien plus attentivement qu'elle ne regardait son visage. Elle avait une façon très précise d'évaluer les hommes. Elle connaissait la différence entre l'argent gagné et l'argent affiché. Et avec Coco, elle avait rapidement compris que ses revenus étaient réels mais pas extensibles à l'infini. Que ces deux dépôts marchaient bien, mais que la croissance était organique, lente, artisanale. Ce n'était pas ce dont elle avait besoin. Elle avait besoin d'un homme avec qui elle pouvait aller plus haut. Alors elle chercha. Discrètement. Méthodiquement. Ce fut en octobre 2023 que les premières fissures apparurent. Coco, qui avait pris l'habitude de confier à Nadia certaines décisions commerciales, elle avait un background en commerce, elle semblait comprendre les affaires, réalisa avec retard qu'un contrat important avait été mal négocié. Un contrat avec un importateur nigérian pour la fourniture de pièces spécifiques. Les conditions avaient été avalisées par Nadia lors d'une réunion où il était absent. Les termes du contrat étaient désastreux. Délais impossibles, pénalités exorbitantes, clauses de dommages et intérêts qui pouvaient engager son patrimoine personnel. « Pourquoi tu as signé ça ?» demanda-t-il, la voix blanche. « Tu m'avais dit de gérer. »« Je l'ai géré. »« Pas comme ça, Nadia. Tu ne connais pas le secteur. Il y a des choses. »
Ne me crie pas dessus, dit-elle froidement. Je ne te crie pas dessus. Alors baisse la voix. Il la regarda. Pour la première fois, il vit quelque chose dans ses yeux qu'il n'avait pas vu avant. Ou qu'il avait refusé de voir. Une froideur calculée. L'absence de cette chaleur affectueuse qu'elle déployait dans les moments où elle avait besoin de quelque chose. Mais ce n'était que le début. En novembre, Coco découvrit que Nadia recevait régulièrement un homme à l'appartement pendant ses absences. Un certain Arnaud, franco-togolais, directeur régional d'une multinationale pétrolière. Elle lui dit que c'était un cousin. Un ami de la famille. Il n'y crut qu'à moitié. Mais il avait peur de savoir la vérité, alors il ne chercha pas. En décembre, le contrat nigérian tourne au désastre. La marchandise arriva avec 3 semaines de retard. Les pénalités furent appliquées. Coco perdit près de 7 millions de francs CFA. Pour lui, c'était catastrophique. Il dut puiser dans ses réserves. Différer le paiement de ses fournisseurs habituels. Sa réputation d'homme qui paie toujours à temps, construite pendant des années, l'une des pierres angulaires de son succès, prit un coup. Et pendant tout ce temps, Nadia restait distante, absorbée par ses propres affaires, ses appels téléphoniques dans la pièce d'à côté, ses sorties qu'elle expliquait par des mots vagues. Un soir de décembre, rentrant plus tôt que prévu d'une réunion annulée, Coco trouva la voiture d'Arnaud garée devant chez lui. Il s'arrêta sur le trottoir. Il regarda la voiture longtemps. Une Peugeot 508 grise, immatriculée au Togo. Il n'entra pas. Il ne pouvait pas. Il se rassit dans sa Toyota et attendit. 45 minutes. 1 heure. Quand Arnaud sortit de l'immeuble, Nadia sur le pas de la porte, il la vit se hisser sur la pointe des pieds pour l'embrasser sur les lèvres. Coco ne fit pas de scène. Il redémarra. Il roula sans destination pendant 2 heures dans les rues de Cotonou. Il s'arrêta finalement devant un bar en bord de mer, à Fitch-Rosset. Et là, pour la première fois depuis des années, il commanda une bouteille de soda-bi, cet alcool de palme qu'il refusait de boire depuis sa jeunesse parce qu'il voulait garder la tête claire. Il la but presque entière. Janvier 2024. La rupture avec Nadia fut brève et chirurgicale. Elle prit ses affaires avec une efficacité qui montrait qu'elle avait déjà planifié cette éventualité. Pas de larmes. Pas de scène. Elle dit simplement. Tu es un bon homme, Coco. Mais ce n'est pas la bonne période pour moi. Et elle s'en alla avec ses valises, ses bibelots, et son indifférence parfaitement entretenue. Coco la regarda partir depuis la fenêtre. Il pensa à Adané qui était parti 8 mois plus tôt. La même image, presque. 2 femmes qui quittaient sa vie. Mais si différentes dans ce qu'elle laissait derrière elle. Adané avait laissé un vide chaud, le genre de vide qu'on ressent après avoir perdu quelque chose de réel. Nadia laissait un vide froid. Propre. Comme une pièce dont on a enlevé les meubles. Ce soir-là, il appela son ami Togbe, celui qu'il avait lancé en affaires des années plus tôt. Togbe, qui avait assisté à toute la trajectoire de Coco avec le mélange d'admiration et d'inquiétude d'un ami qui ne dit pas tout ce qu'il pense. « Frère, dit Coco, j'ai tout foutu en l'air. » Togbe ne dit rien pendant un moment. Puis. « Je sais. Qu'est-ce que je fais ? D'abord, tu te ressaisis. Ensuite, on parle de l'entreprise. Et après, je ne sais pas, Coco. Ce que tu as fait à Adané, ça, tu ne peux pas juste effacer ça avec une conversation. Je sais. Elle va bien, en tout cas. J'ai entendu dire qu'elle avait ouvert un vrai atelier. Un vrai atelier ? Oui. Avec plusieurs machines, des employés. Elle a décroché un contrat avec une école privée pour les uniformes. Et une autre chose, j'ai entendu qu'une ONG l'a approchée pour un programme de formation de femmes. Coco ne répondit pas. Il y avait dans son silence quelque chose de différent des silences précédents. Quelque chose qui ressemblait à de la stupeur. Et peut-être, tout au fond, à quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Adané Kossou avait 34 ans quand sa vie recommença pour de bon. Elle s'était installée dans un 2 pièces à Kadjeoun, à 5 minutes à pied de l'école de son quartier. Avec l'argent de la séparation, Coco avait été honnête là-dessus, il lui avait remis ce qui lui revenait sans procédure compliquée, peut-être par honte, peut-être par décence, elle avait loué un espace commercial plus grand et investi dans son atelier. L'atelier, Adané Création, ouvrit en avril 2023. C'était un espace propre, bien éclairé, avec 5 machines à coudre industrielles, une table de coupe,
des étagères chargées de tissus wax et de broderies. Sur le mur du fond, Adane avait fait peindre une phrase en lettres colorées. Ce que tes mains font avec amour ne peut pas être défait. Elle avait 3 employées permanentes et 2 apprentis. Elle formait des jeunes femmes des quartiers populaires, certaines chefs de famille, certaines sorties de l'école trop tôt. Elle n'avait pas cherché le succès. Elle avait juste continué à faire ce qu'elle savait faire, avec encore plus d'attention maintenant qu'elle n'avait plus à gérer le poids émotionnel d'une relation qui l'épuisait en silence. Le contrat avec l'école internationale Saint-Michel, 200 uniformes par rentrée, était arrivé par le biais d'une mère d'élèves qui était aussi cliente. L'ONG Femmes Debout Bénin l'avait contactée pour coordonner un programme de formation professionnelle dans 3 quartiers de Cotonou. En décembre 2023, elle avait participé à un salon artisanal à Lomé représentant le Bénin. Sa collection de robes inspirées des motifs fon et yoruba avait fait l'objet d'un article dans un magazine de mode panafricain. Elle ne parlait pas souvent de Kokou. Quand on lui posait des questions, et les gens posaient des questions, elle répondait simplement. J'ai tourné la page. Je lui souhaite du bien. Et on la croyait. Parce que dans ses yeux, il n'y avait plus de colère. Il y avait quelque chose de plus solide que la colère, une paix que rien d'extérieur ne semblait pouvoir entamer. Mama Rosalie vint passer un mois entier à Cotonou au début de 2024. Un soir, assises dans l'atelier après la fermeture, les 2 femmes mangèrent ensemble dans le silence confortable qu'elles partageaient depuis l'enfance d'Adane. Mama Rosalie regardait sa fille couper un tissu avec des gestes précis et sûrs. Tu sais ce que tu es, Adane? Non. Dis-moi. Tu es la femme que ta propre douleur n'a pas réussi à rendre amère. C'est le don le plus rare qui soit. Adane posa ses ciseaux. Elle regarda sa mère. Maman, j'ai souffert. Je sais. J'ai eu des nuits où je pensais que je ne m'en remettrais pas. Je sais. Mais... Elle chercha ses mots. Mais je pense que tout ce que j'ai traversé m'a appris quelque chose que je n'aurais pas su autrement. J'ai appris ce que je valais. Pas ce que quelqu'un d'autre pensait que je valais. Ce que moi, je savais que j'étais. Mama Rosalie hocha la tête lentement. Et Kokou? Adane réfléchit un instant. Kokou a fait ce que font certains hommes quand ils ont peur de ne pas mériter ce qu'ils ont. Ils cherchent à s'en éloigner avant que quelqu'un ne leur enlève. C'est triste, mais c'est humain. Je ne le déteste pas. Tu l'as pardonné? Long silence. Je me suis pardonné, moi. D'avoir cru que mon bonheur dépendait de lui. C'est plus important. Kokou, lui, traversait sa propre traversée du désert. L'entreprise s'était stabilisée, il était trop bon mécanicien et trop bon gestionnaire pour couler complètement. Mais le contrat désastreux de fin 2023, combiné aux dépenses excessives des mois avec Nadia, avait entamé sérieusement ses réserves. Il avait dû vendre l'un de ses 2 dépôts. Il vivait seul maintenant dans l'appartement qui lui semblait 2 fois plus grand depuis que Nadia en était partie. Il avait congédié son chauffeur pour réduire les charges. Il conduisait lui-même de nouveau. Le soir, il rentrait dans un appartement silencieux et il mangeait souvent des plats achetés à la gargote du coin, jamais aussi bons que ceux qu'Adane préparait, et il le pensait à chaque bouchée avec une précision douloureuse. Il avait recommencé à prier. Vraiment prier, pas la prière de convenance du dimanche matin. La prière à voix basse dans le noir, quand on n'a plus rien à prouver. Il avait recommencé à lire aussi. Des livres sur les affaires, oui, mais aussi autre chose. Un soir, il avait trouvé dans une boîte une vieille Bible qu'Adane avait laissée. Il l'avait ouverte au hasard. Il était tombé sur Proverbe 31, la femme de valeur. Il avait lu le chapitre entier. 2 fois. Il avait fermé le livre et il était resté assis dans l'obscurité un long moment. En mars 2024, Kokou appela Togbe. Est-ce que tu penses qu'elle accepterait de me parler? Togbe savait de qui il parlait. Je ne sais pas. C'est une femme qui a de la dignité, Kokou. Elle ne va pas te claquer la porte au nez. Mais elle n'est pas obligée de t'écouter non plus. Je sais. Je veux juste m'excuser. Vraiment. Pas pour qu'elle revienne, je ne crois pas que ça serait juste de lui demander ça. Juste pour qu'elle sache que je sais ce que j'ai fait. Et ce que je lui dois. Togbe réfléchit. Je lui transmettrai le message. La décision lui appartient. Adane reçut le message de Togbe un mardi matin, entre 2 clientes. Elle lut. Réfléchit. Rangea son téléphone. Elle n'appela pas tout de suite.
Elle laissa passer 3 jours. Non par calcul ou par vengeance, mais parce qu'elle avait besoin de chercher en elle ce qu'elle voulait vraiment. Pas ce qu'on attendait d'elle, ni la femme amère qui refuse tout contact, ni la femme douce qui pardonne trop vite. Ce qu'elle, Adane Kosu, voulait faire avec ça. Au bout de 3 jours, elle appela. Allô? Adane. Sa voix avait changé. Plus grave. Moins assurée. La voix d'un homme qui n'essaie plus de jouer un rôle. Togbe m'a dit que tu voulais me parler. Oui. Merci de rappeler. Je ne sais pas très bien par où commencer. Commence par le commencement, dit-elle simplement. Je suis désolé, Adane. Je sais que ça ne répare rien. Je sais que des mots ne rachètent pas ce que j'ai fait. Mais, tu méritais mieux que ce que j'ai été. Tu as été une femme extraordinaire, et j'ai été aveugle. J'ai été lâche. Et j'ai peur que tu partes dans ta vie sans jamais savoir que je sais ce que tu as sacrifié pour moi. Le collier. La machine à coudre. Ces années où tu as tout porté seul. Je sais maintenant. Félicité m'a tout dit, il y a quelques mois. Et je ne suis pas sûr de me pardonner. Silence. Koku dit Adane posément. Je ne vais pas te dire que ça ne m'a pas blessé. Parce que ça m'a brisé. Il y a des nuits que je n'oublierai jamais. Mais je ne veux pas porter ta culpabilité en plus de ma propre vie. Ce n'est pas juste pour moi. Je comprends. Je te pardonne. Pas parce que tu le mérites nécessairement. Mais parce que moi, j'ai besoin d'être libre. Et la rancœur est une prison dont je refuse d'être gardienne. Merci, dit-il, et sa voix était celle d'un homme vraiment touché. Prends soin de toi, Koku. Et construis quelque chose de solide. Quelque chose de vrai, cette fois. Elle raccrocha. Elle resta assise 1 minute, les yeux fermés. Puis elle se leva et alla tailler un tissu. Le wax bordeaux qu'une cliente devait récupérer le lendemain. Ses mains ne tremblèrent pas. Il y a une tradition dans beaucoup de cultures d'Afrique de l'Ouest. Quand on a fini de conter une histoire, on ne la laisse pas simplement suspendue dans l'air comme de la fumée. On la referme. On lui donne un sens. On en extrait la substantifique moelle, comme dirait un sage. Alors laissez-moi vous dire ce que cette histoire m'a enseigné. Première leçon, le vrai visage de quelqu'un ne se révèle pas dans la pauvreté. Il se révèle dans la richesse. Dans la galère, tout le monde peut être loyal, patient, aimant. Parce que la galère nivelle. Elle rappelle à tous qu'on a besoin des autres pour survivre. Mais quand l'argent arrive, quand le succès frappe à la porte, c'est là qu'on voit qui est vraiment l'autre. Est-ce qu'il se souvient d'où il vient? Est-ce qu'il honore ceux qui ont marché à ses côtés quand le chemin était dur? Est-ce qu'il reste l'homme ou la femme que vous avez aimé, ou révèle-t-il une version de lui-même que vous ne reconnaissiez pas? Koku n'était pas un monstre. Il était un homme ordinaire qui a fait un choix extraordinairement mauvais. Il a confondu la valeur avec l'apparence. Il a confondu la beauté fatiguée d'une femme qui s'est donnée pour lui avec une banalité. Il a confondu le clinquant de Nadia avec une profondeur qu'elle n'avait pas. Cette confusion-là coûte cher. Elle coûte parfois tout. Deuxième leçon, ce qu'on bâtit ensemble ne s'efface pas quand on se sépare. Adane porta les fruits de ses sacrifices même après le divorce. Ces années de travail, de détermination, de refus de se laisser briser, elles étaient en elle. Elles avaient sculpté quelqu'un. Quelqu'un de fort, de discipliné, de capable. Koku pouvait l'abandonner. Mais il ne pouvait pas lui reprendre ce qu'elle était devenue à force de se battre. C'est une vérité que peu de gens comprennent jusqu'à ce qu'ils l'expérimentent, la souffrance, quand on refuse qu'elle nous détruise, peut devenir le carburant le plus puissant qui soit. Troisième leçon, la maîtresse qui brille est rarement celle qui reste. Nadia n'était pas une mauvaise personne dans l'absolu. Elle avait ses propres ambitions, ses propres calculs, sa propre histoire. Mais elle était venue dans la vie de Koku comme on entre dans un marché, pour ce qu'on peut prendre, pas pour ce qu'on peut donner. Il y a des gens comme ça dans la vie. Qui savent reconnaître un homme en pleine ascension et qui savent se positionner juste au bon endroit pour profiter du sillage. Ce n'est pas du génie. C'est de la prédation sophistiquée. Et quand le sillage ralentit, il cherche un autre bateau. Méfiez-vous de ceux qui vous aiment surtout quand vous brillez. Cherchez ceux qui restent quand vous traversez l'ombre. Quatrième leçon, le pardon est un acte d'amour pour soi-même. Adane ne pardonna pas Koku parce qu'il le méritait.
Elle lui pardonna parce qu'elle refusait de laisser sa douleur lui ronger l'avenir. La rancœur est un poison qu'on boit soi-même en croyant tuer l'autre. Il y a une sagesse immense dans sa décision de tourner la page, pas pour effacer ce qui s'était passé, mais pour ne pas en faire sa résidence permanente. Cinquième et dernière leçon, celle qui résume tout. Ne méprise jamais la main qui t'a tenu quand tu tombais. Elle se souviendra toujours de toi, même si toi tu l'as oubliée. Et un jour, tu réaliseras que cette main était la seule qui te tenait vraiment. Adane n'avait pas besoin que Coco revienne pour être complète. Elle était déjà complète. Elle l'avait toujours été, elle avait juste mis du temps à s'en souvenir. Et Coco? Il a pris. Peut-être trop tard pour récupérer ce qu'il avait perdu. Mais pas trop tard pour ne plus jamais refaire la même erreur. Parce que la vie, mes amis, ne manque jamais de nous offrir une deuxième chance. La question est toujours la même, est-ce qu'on mérite vraiment ce qu'on a déjà? Si cette histoire vous a touché, si vous avez pensé à quelqu'un que vous connaissez, ou peut-être à vous-même à un certain moment de votre vie, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi. Prenez une seconde. Juste une seconde. Pensez à la personne qui a été là pour vous dans vos moments les plus sombres. Celle qui n'a pas fui quand vous n'aviez rien à offrir d'autre que votre besoin et votre espoir. Prenez cette seconde pour vous souvenir d'elle. Et si elle est encore dans votre vie, dites-lui merci. Vraiment. Avec vos mots, avec votre présence, avec votre loyauté. Parce que ces personnes-là sont rares. Et on ne le réalise souvent que quand elles ne sont plus là. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez retenu. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et si vous vous reconnaissez dans Coco, il n'est jamais trop tard. Jamais. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous. Et prenez soin de ceux qui vous aiment vraiment.